C'est 15h de ce jeudi 26 novembre 2015. Tout de suite au sommaire. Le Premier ministre dévoile les nouvelles mesures de sécurité. Changement climatique 2015, l'année la plus chaude jamais enregistrée selon l'ONU. Bienvenue et merci de nous rejoindre. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, jeudi, en fin de matinée, une importante délégation ministérielle du Somaliland conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Saad Ali Shire. À l'issue de ses entretiens avec le président Guelleh, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Somaliland a indiqué à la presse nationale avoir profité de cette visite de courtoisie au chef de l'État pour le remercier et de l'hospitalité qui a en réservé à lui et à sa délégation à Djibouti. M. Saad Ali Shire a ensuite affirmé que les discussions ont essentiellement porté sur les moyens de renforcer les relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Somaliland. La délégation ministérielle conduite par Saad Ali Shire comprenait également le ministre de l'Industrie du Somaliland, M. Shoaib Mohamed Moussa. Cette audience s'est déroulée en présence du représentant du Somaliland à Djibouti, M. Mohamed Warsama. A noté enfin que le représentant permanent de Djibouti au Somaliland a noté enfin que le représentant permanent de Djibouti en Somaliland, M. Hussein Omar Kawalié, a pris part à l'entrevue entre le président de la République et la délégation ministérielle du Somaliland. Toujours à la présidence, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de solidarité à son homologue tunisien, M. Beji Aït Essebsi, dont le pays a été visé mardi par une attaque terroriste qui a fait 13 morts et une vingtaine de blessés. Dans ce message, le président de la République a condamné avec force un acte odieux, a formulé ses condoléances attristées à M. Essebsi. Le peuple, le gouvernement de Djibouti s'y joint aussi pour exprimer leur solidarité et compassion aux familles et aux proches de victimes ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère tunisien, a écrit le président Guelleh. Le chef de l'État, qui a également formé le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, a décrit les commanditaires et les exécutants de cet attentat comme des agents au service des causes barbares. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh a clos ce message en réitérant ses condoléances au président Essebsi et à l'ensemble du peuple ami de Tunisie. Mené contre un bus transportant des membres de la garde présidentielle de ce pays, cette attaque a eu lieu en plein centre-ville de la capitale tunisienne. C'est bien l'État islamique qui sont à l'origine de l'attentat qui a frappé mardi un bus de la sécurité présidentielle en plein cœur de Tunis, faisant au moins 12 morts. Selon un communiqué publié le mercredi, le terroriste est un Tunisien identifié comme Abou Abdallah le Tunisien, muni d'une ceinture d'explosifs. Il s'est introduit dans le véhicule et s'est fait exploser. Toutes les victimes de cet attentat sont donc des agents de la garde présidentielle. Habib Essit, le Premier ministre, a appelé les Tunisiens à l'unité. Je voudrais rappeler, et je le ferai sans cesse, que le combat contre le terrorisme n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement ou des forces de sécurité ou de l'armée, c'est une responsabilité nationale et le peuple doit comprendre que notre pays est en danger et que nous devons faire front uni. C'est la troisième fois cette année, après l'attaque du musée de Bordeaux en mars et celle de Sousse en juin, que la Tunisie est frappée par le terrorisme. L'état d'urgence a été déclaré pour 30 jours. Depuis les récents attentats successifs survenus à Paris, puis à Bamako et à Tunis, la question sécuritaire occupe l'essentiel de l'actualité mondiale et notre pays, qui a déjà connu des attentats exécutés par le mouvement terroriste somalien Al-Shabaab, allié de la mouvance Al-Qaïda, a décidé par décret présidentiel de mettre en place des mesures d'exposition exceptionnelles en vue de renforcer la sécurité ainsi que la surveillance de ces territoires terrestres, maritimes et aériens. Ainsi, en marge du Conseil des ministres
ministre du 24 novembre, le président de la République par décret vient d'ordonner qu'afin de garantir la protection des biens et des personnes dans une situation exceptionnelle des risques terroristes pesant sur l'ensemble de la communauté internationale, des mesures exceptionnelles de sécurité seront applicables sur tous les territoires de la République de Djibouti, y compris dans les autorités territoriales et l'espace aérien. Par ailleurs, les surveillances autour des points sensibles tels que les ambassades ou encore les cantonnements de forces des pays amis en République de Djibouti sont également renforcés. Tout attroupement sur l'espace public est strictement interdit. L'application du présent décret est placée sous ma coordination en ma qualité de Premier ministre, a-t-il dit le Premier ministre, et seront chargés de son application le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, les procureurs de la République, ainsi que l'ensemble des chefs d'état-major et directeurs généraux des forces de défense, de sécurité et de renseignement. La République de Djibouti conclut son contre-interrogatoire de M. Boré et des témoins des DP World dans l'affaire soumise à la Haute Cour des Royaumes-Unis. Écoutez le détail dans ses commentaires. Londres, 25 novembre 2015. L'avocat principal de la République de Djibouti a récemment achevé son contre-interrogatoire d'Abdelrahman Boré, président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, et celui d'un certain nombre de témoins de l'opérateur DP World. Au cours du contre-interrogatoire, qui a duré 4 jours devant la Haute Cour à Londres, les demandeurs ont accusé M. Boré d'avoir accepté des pots de vin de DP World afin de favoriser l'obtention de conditions commerciales plus avantageuses pour Dubaï dans ses transactions avec la République de Djibouti. Les demandeurs ont soutenu qu'en acceptant des pots de vin d'entité publique de Dubaï, M. Boré a violé ses obligations en qualité de représentant et de négociateur principal de Djibouti et a porté atteinte à la position de Djibouti à propos de la construction, du fonctionnement et de la gestion du terminal à conteneurs de Dorali. La République de Djibouti a en particulier accusé M. Boré d'avoir délibérément dissimulé des informations au gouvernement et d'avoir secrètement reçu des paiements indus à titre personnel. Confronté à ces questions, M. Boré a concédé avoir reçu 500 000 $ par an de DP World sous la forme d'un honoraire de service de conseil par l'entremise d'une société offshore dont son contrôle est flamme. Il a également reconnu que DP World avait payé ses montants sur des comptes bancaires suisses. Les documents relatifs au transfert de fonds ont été fournis à la République de Djibouti par les autorités suisses. Un examen de contrat de conseil a révélé que les prétendus services n'avaient jamais été fournis et que, dans les cas où ils auraient été fournis, ils le furent en secret et en violation de ses obligations. Le juge a dénommé ces contrats des impostures. Au cours de sa déposition, M. Boré n'a pas contredit le fait qu'au travers des paiements reçus dans le cadre des services de conseil SFLAM et d'un autre contrat relatif à des services de sécurité, il avait perçu plus de 1,3 million de dollars américains de DP World. M. Boré a admis devant la Cour qu'il n'avait pas avisé le président de l'existence de ces contrats ni de paiements en prétendant qu'il ne pensait pas que cela soit nécessaire. Dans le même ordre d'idées, Boré a obtenu, sans en informer le président, la promesse d'obtenir une participation de 15% dans la filiale locale de DP World Djibouti, qui était la contre-partenaire de Djibouti dans le terminal à conteneurs de Dorali. Par la suite, M. Boré recevrait une participation indirecte de 5% dans le terminal à conteneurs de Dorali, tout d'abord prix de 1 $, puis à un prix considérablement réduit par rapport au cours du marché. En obtenant cette participation à titre personnel, M. Boré envisagerait de recevoir 5% des dividendes et 15% des frais de gestion de DP World de la convention concession de 50 ans conjointement. M. Boré a accepté une redevance de tout juste 5% au bénéfice de la République de Djibouti, sans rapporter la preuve qu'il est à quelconque moment tenté de négocier au nom de la République une redevance
supérieur qui soit plus compatible avec les normes de l'industrie. Lorsque l'avocat de la République a présenté les contrats de conseil et d'achat d'actions aux témoins de DP World, y compris anciens responsables pour le pays et à représentants de leur opération internationale, ils ont chacun déclaré qu'il n'y avait aucune connaissance de ces accords et qu'ils ne pouvaient pas se formuler sur la question de savoir si les paiements effectués en vertu de ces accords constituaient ou non des pots de vin. M. Boré a notamment fait appel à aucun officier de haut niveau de DP World afin de refuter les accusations de corruption. Le juge a en effet particulièrement remarqué leur absence. Il n'y a pas Ahmed Sharaf, DG de DP World, par exemple, pas Sultan Ahmed Ibn Sulayem, président de DP World. Nous avons entendu le directeur financier qui était fort sympathique, mais qui ne nous a pas vraiment aidés, a également remarqué le juge. En ce qui concerne le terminal pétrolier Horizon, un autre projet de développement à Djibouti, supervisé par M. Boré. Ce dernier a négocié avec ENOC et a obtenu pour lui-même une participation de 30% dans le terminal, alors tout en n'obtenant qu'une participation de 10% pour la République. M. Boré a alors perçu des paiements dans le cadre d'un autre contrat de conseil qui à nouveau n'avait rien en commun avec de réels services. Lorsque l'avocat du demandeur a qualifié ce contrat de bidon, M. Boré a répondu « Je n'ai pas rédigé des documents, je ne lis pas les documents dès lors qu'il me payait, je les signais. » M. Boré soutient que les allégations de la République de Djibouti à son encontre sont motivées par des motifs politiques et qu'il a été opprimé par le président de la République depuis 2007. Cependant, lors du contre-interrogatoire, M. Boré a admis qu'il ne s'était intéressé à la politique qu'après avoir quitté Djibouti en 2008. Il a également admis que lors de son départ de Djibouti en 2008, il était en bon terme avec le président. Nous nous sommes quittés en paix, en bon terme. En dernier lieu, et c'est peut-être la question la plus importante, M. Boré n'a pas expliqué pour quelle raison le président pourrait même le considérer comme un rival potentiel à la présidence, puisqu'en vertu de la constitution de Djibouti de 92, les personnes ayant une double nationalité comme M. Boré ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Et de ses admissions au cours du contre-interrogatoire, M. Boré continue de refuter les accusations portées à son encontre. Le procès se poursuit avec les conclusions finales devant être effectuées dans les semaines à venir. On marque une petite pause pour vous transmettre l'adhan de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après l'adhan. Nous revoilà donc poursuivons notre journal, une réunion d'information destinée aux autorités locales et responsables des programmes sociaux s'est tenue ce matin à l'UNFD. Ces programmes communautaires de promotion et protection des droits humains est destiné aux autorités locales et aux responsables des programmes sociaux. Il est organisé par l'UNFD en collaboration avec l'UNICEF. En prépare à cette réunion le maire de la ville de Djibouti, le préfet et président des communes de Blaus, les directrices et directeurs du département de la santé, de l'éducation, de la promotion de la femme, de la justice, de la jeunesse et de la DDS. Cette rencontre était dirigée par la coordinatrice des projets de l'UNFD, Mme Raya Ali. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme communautaire de promotion et protection des droits humains Salam exécuté par l'UNFD avec l'appui technique et financier de l'UNICEF implanté dans 27 sites repartis dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Ces programmes initiés en 2008 sous le leadership du ministère de la promotion de la femme avaient été menés jusqu'en 2013 par une ONG internationale, l'ONG Tostan. Depuis 2014, la responsabilité de l'exécution de ces programmes a été confiée à l'UNFD. L'objectif de cette réunion est de sensibiliser les autorités locales et responsables des programmes sociaux à l'importance de ces programmes qui visent le développement et l'autonomisation des communautés. Les comités mis en place dans le cadre de ces programmes souhaitent créer un véritable partenariat avec ces autorités et responsables, une
présentation sur les programmes et son impact a été faite au cours de cette rencontre. Des discussions ont suivi qui ont permis une meilleure compréhension des objectifs et attentes de ces programmes. Toujours dans les nouvelles du pays et toujours dans l'UNFD, un atelier de conférence de débat sur la position de la charia contre le MGF s'est également tenu aujourd'hui au siège de l'UNFD. Écoutez les commentaires de Hamza Mohamed. Cette année, la campagne de 16 jours se concentra sur la relation entre le militarisme et le droit à l'éducation dans les situations de conflits violents et en situation de paix. La paix chez soi, à la paix dans le monde, défiant le militarisme et mettant fin à la violence contre les femmes. Tel a été le thème retenu d'aujourd'hui. Cette problématique de la prise en charge de ces phénomènes des temps modernes interpelle tous au plus haut point car dans tout le pays du monde, les femmes et les filles sont victimes de formes multiples de violences. Dans une brève réaction, un représentant de l'UNFD nous a expliqué l'importance de sensibiliser les réfugiés en matière de MGF. Cette violence prive les femmes et les filles de leur dignité, porte atteinte à leurs droits fondamentaux et les empêche de réaliser tout leur potentiel. C'est alors l'un des obstacles les plus forts à la cause des femmes dont le coût social et économique nuit au progrès et au développement de la nation. La célébration des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences fondées sur le genre, l'action consistait à une série de sensibilisations et d'éducation dominées par la réalisation de pièces de théâtre et de bas au sein des CDC de Djibouti-Ville et des régions suivies des plaidoiries pour la déclaration d'abandon des MGF par les jeunes. La pratique de la mutilation génitale féminine constitue la forme de violence la plus inhumaine et la plus sévère que l'on puisse faire subir à la fille et à la femme. Plus de 76% des femmes de Djibouti en sont victimes, sans oublier toutes les autres formes de violence physique, psychologique, économique, ainsi que la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les femmes et les filles, en particulier et pouvant concerner les hommes et les enfants également. C'est dans ce cadre que l'ONG La Voix de l'Est, en collaboration avec les réseaux de jeunes Hyper Djibouti et avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population FINIAP, entend lutter contre les violences fondées sur le genre en entreprenant une importante action de mobilisation à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violences. Cette action consiste à mener une caravane de sensibilisation et de sessions d'éducation sur les violences fondées sur les genres, y compris le MGF, à travers notamment des représentations de pièces de théâtre et d'animation culturelle au sein des CDC de la capitale et des régions. De fait, les réseaux de jeunes de l'éducateur Père Hyper, en collaboration avec la troupe théâtrale La Voix de l'Est et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, et avec l'appui financier de FINIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, a lancé les activités des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes au sein du CDC d'Arhiba dans la soirée de mercredi 25 novembre 2015. Cette soirée, qui a débuté vers 19h, a vu la participation d'un large public composé de jeunes habitants de tous sexes et de tout âge du quartier d'Arhiba, qui a suivi un programme riche et varié, ponctué d'animations culturelles et projections de films, des séances de sensibilisation et de débats. Le programme a débuté par des animations culturelles et musicales avec le célèbre chanteur Abaïzid Ali, à l'aide de son répertoire dédié à la promotion de la femme et à la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, mais aussi des danses folkloriques jouées par les jeunes du quartier d'Arhiba. Les participants ont ensuite visionné le film intitulé Pour une vie sans l'âme, réalisé par la dramaturge djiboutienne Mme Aïcha Mohamed Roblé, qui n'a pas manqué de susciter une réelle prise de conscience de l'horreur des mutilations génitales féminines qui constituent un danger pour la santé des filles et demeurent une violation à leurs droits fondamentaux. Place ensuite à une séance d'éducation et de sensibilisation animée par les jeunes du UPR et axée sur la question des droits humains et sur la nécessité de favoriser l'égalité et l'équité entre l'homme et femme en vue de préparer un monde propice à l'épanouissement de la femme, un monde où les femmes puissent être libres de leurs actes et prendre leur destinée en main. Une approche novatrice qui sous-tend la mobilisation des jeunes pour sensibiliser la communauté sur la nécessité d'œuvrer pour l'avènement d'un avenir plus juste et plus radieux, dira la représentante d'IPR à
un réseau d'organisations de jeunes qui œuvrent à travers le monde. Rappelons enfin que cette soirée constitue le lancement d'un vaste programme de sensibilisation inscrit dans le cadre de la campagne Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde, lancée par les Nations Unies et qui se déroulera dans le monde entre le 25 novembre et le 10 décembre 2015. Actualité hors de nos frontières à présent, François Hollande appelle l'Allemagne à s'engager davantage dans la lutte contre l'État islamique. Lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande, le président français a appelé mercredi l'Allemagne à s'impliquer davantage dans la lutte contre les djihadistes de l'organisation d'État islamique. Angela Merkel a attendu l'appel et promet d'y répondre. La chancelière allemande, reçue à l'Élysée par François Hollande, s'est engagée à agir vite contre le terrorisme, répondant à la demande du président français de réfléchir aux responsabilités supplémentaires que l'Allemagne pourrait assumer dans la lutte contre le terrorisme. Nous ne pouvons pas simplement prendre des mesures en France, en Allemagne, en Europe par rapport à la lutte contre le terrorisme, a déclaré François Hollande. Nous devons agir sur la source même, sur les causes mêmes et notamment sur les groupes Daesh, État islamique en Syrie et en Irak. Le terrorisme est notre ennemi commun, ajoute Angela Merkel. C'est donc notre mission commune que le combattre. Nous ne pouvons pas convaincre l'État islamique par des mots, alors nous devons le combattre par des moyens militaires. L'Allemagne devrait déployer 650 soldats en Mali afin de soulager les troupes françaises sur place. Mais pour un engagement en Syrie ou en Irak, Berlin a écarté depuis longtemps cette possibilité. Climat 2015, l'année la plus chaude jamais enregistrée selon l'ONU. C'est une prévision dont la planète serait bien passé. 2015 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Dans son rapport, l'Organisation météorologique mondiale rappelle que le climat se réchauffe inexorablement et qu'il est urgent d'agir. Nous avons les outils nécessaires pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, dit l'agence onusienne. Nous avons le choix, ce qui ne sera pas cas des générations futures, a réaffirmé à cette occasion le secrétaire général de l'ONU, Michel Jarreau. Sur le toit du monde au Tibet, les glaciers ont fondu de 30% en 15 ans. Greenpeace tire la sonnette d'alarme. Le plateau Dingei est la source principale de plus fleuves d'Asie, explique une porte-parole de l'ONG en Chine. Si les sources d'eau potable se dessèchent entre plus au cours des prochaines décennies, la vie des dizaines de milliers de personnes, la société et l'économie seront menacées. La COP21 vise à un accord pour limiter les 2 degrés Celsius le réchauffement climatique et à mettre en place un mécanisme pour s'assurer que les États respectent leurs objectifs. Les rapports de l'ONU insistent sur la globalité du réchauffement. En 2015, une vague de chaleur notoire s'est abattue sur l'Inde en mai et en juin, la moyenne des températures maximales dépassant 42 degrés Celsius, c'est un peu partout, voire 45 degrés Celsius par endroit. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour le focus avec Fardous Hussein. Bonjour et bienvenue à nouveau sur ces focus avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Alors Fardous, t'as quoi pour cet après-midi? Tout d'abord, pour commencer le focus de cet après-midi, nous allons parler d'avertissement ou pas. Quelle est la question qui oppose Moscou à Ankara? Ankara et Moscou multiplient les démonstrations de force tout en affirmant vouloir calmer les tensions entre les deux pays. Hier, la Turquie a diffusé le message d'avertissement qu'il aurait adressé à un chasseur-bombardier russe avant de l'abattre en Syrie parce qu'il serait entré dans son espace aérien. Le Kremlin dément, estimant qu'au contraire, cette attaque était préméditée. Les médias russes ont même interrogé hier un homme présenté comme le seul des pilotes qui aurait survécu. Moscou a annoncé hier l'installation d'un système antimissile près de la ville syrienne de Latakiye, à une trentaine de kilomètres de la frontière turque. La Russie démonte également les messages anticipés, le déploiement de l'un des navires de guerre près de la Syrie quand la Turquie, elle, multiplie ses patrouilles aériennes à la frontière syrienne. Le deuxième sujet que nous allons traiter cet après-midi, ça parle notamment de l'hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz, une erreur à l'origine du bombardement. C'est ce qu'affirment les États-Unis qui reconnaissent que c'est une erreur humaine qui est à l'origine des raids contre un hôpital de Médecins sans frontières qui a fait 30 morts en Afghanistan.
En octobre dernier, l'enquête au sein de l'armée américaine vient de montrer que des règles n'ont pas été respectées. C'est le général John Campbell qui s'est adressé à la presse lui-même informant que c'était une erreur tragique qui était à l'origine de ces bombardements. L'armée américaine ne frappera jamais intentionnellement un hôpital ou toute autre structure protégés, affirmant aussi que les personnes les plus impliquées dans cet accident ont été suspendues en attendant des décisions administratives disciplinaires soient prises. Mais c'est loin d'être suffisant pour Médecins sans frontières qui a perdu 14 de ses employés afghans dans le même bombardement. Médecins sans frontières a également admis qu'une vingtaine de talibans étaient soignés dans cet hôpital. Les coordonnées de GPS allant du bâtiment avaient été communiquées à l'armée, mais selon l'enquête, une panne a empêché l'équipage du bombardier de s'en servir. Et pour conclure ce focus, nous allons parler du chef du groupe sénatorial au pouvoir au Brésil, interpellé dans l'affaire Petrobras. Delicidio Odo Amaral a été mis en examen hier pour tentative d'obstruction à la justice. Il a essayé d'empêcher un témoin. Et c'est le patron de BTG Pactual, la plus grande banque d'investissement de l'Amérique latine, qui proposait de financer l'opération. André Cévès a lui aussi été placé en détention provisoire. Le scandale Petrobras éclabousse une nouvelle fois les proches de la présidente Dilma Rousseff. L'enquête lancée l'année dernière a mis à jour un système de trucage systématique des marchés entre le géant pétrolier et ses sous-traitants. Plus de 11 milliards de dollars auraient été ainsi détournés de la compagnie publique, ce qui a provoqué la colère de la population. C'est bien, Fabdous, merci pour ces éclaircissements. Les journaux est terminé. Vous pouvez les retrouver dans notre site internet www.dj. Restez avec nous. Au revoir.